Alors, dans la vidéo précédente, on a vu qu'il existait nécessairement une cause incausée, c'est-à-dire une cause première qui est à la source et à l'origine de toute l'existence. Et alors la question c'est, à quoi ressemble la cause incausée? Parce qu'une fois qu'on établit qu'il existe nécessairement un être sans cause, les athées pourraient tout à fait objecter et dire oui mais regardez, en fait la cause incausée, c'est la matière fondamentale de l'univers, ou c'est l'univers en lui-même. Et donc, pour réfuter l'athéisme, il faut montrer que ce n'est pas l'univers qui est la cause incausée et que la cause incausée doit se situer en dehors de l'univers. Et alors pour cela, il y a deux voies possibles, comme je le mentionnais dans la précédente vidéo. On peut montrer que l'univers est contingent et appliquer le principe de raison suffisante, ça sera plutôt l'approche leibnizienne, ou alors on peut carrément tenter de montrer que l'univers a commencé d'exister. Et donc ça, c'est l'approche de l'argument du calame que je vais développer un petit peu ici. Alors l'argument du calame se présente de la manière suivante. Il nous dit, prémisse 1, tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Prémisse 2, or l'univers a commencé d'exister. Conclusion, donc l'univers a une cause. Et donc si l'univers a une cause, il n'est pas la cause incausée, évidemment. Alors, que dire de cet argument? Je dirais que la première prémisse, c'est une évidence, parce que nier cette proposition, ça reviendrait tout simplement à affirmer que les choses peuvent apparaître sans cause, c'est-à-dire sortir du néant. Or, c'est absurde parce que le néant, par définition, c'est l'absence totale de quoi que ce soit. L'absence de lieu, l'absence de temps, de causalité, et plus généralement l'absence d'être. Or, l'absence d'être ne peut pas produire de l'être, tout simplement parce que la non-existence de quoi que ce soit ne peut pas produire l'existence de quelque chose. C'est un principe philosophique fondamental que les philosophes appellent ex nihilo nihil fit, ce qui en latin signifie de rien ne sort rien. Donc en réalité, la seule prémisse qu'il nous faut établir, c'est la prémisse de comment est-ce qu'on peut montrer que l'univers a commencé d'exister. Alors déjà, on peut réfléchir à ça philosophiquement et se dire, en fait, si l'univers n'avait pas commencé d'exister, alors le passé serait infini. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un nombre réellement infini d'événements qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui. Et donc si le passé était infini, ça aurait été impossible d'arriver jusqu'au moment d'aujourd'hui, parce qu'il n'est pas possible de traverser un nombre réellement infini d'événements de même durée. Donc par exemple, on peut prendre l'analogie suivante. Imaginez que vous rencontrez un homme immortel qui s'amuse à compter tous les entiers négatifs. Et donc vous le rencontrez et il finit son décompte en disant -4, -3, -2, -1, 0. Et il vous dit ça y est, j'ai fini de compter tous les entiers négatifs. Bah là, vous lui direz, tu mens, c'est pas possible. Pourquoi? Bah parce que il est impossible de traverser l'infini. Parce qu'un processus qui n'a pas de commencement ne peut pas aboutir quelque part. C'est impossible de provenir d'un endroit où il est impossible de se rendre. C'est impossible de se rendre à moins l'infini. Ça serait comme du coup vouloir franchir une ligne d'arrivée après avoir parcouru un nombre infini de kilomètres, ou mourir après avoir vécu un nombre infini d'années. Ces choses-là, c'est pas possible. Et donc de même qu'il est impossible de compter jusqu'à l'infini en commençant à compter aujourd'hui, en disant 0, 1, 2, 3, 4, 5, et dire ça y est, j'ai atteint l'infini, eh ben il n'est pas possible de faire le chemin dans le sens inverse. Il n'est pas possible de faire -4, -3, -2, -1, 0 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Euh, et donc, une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens ne peut pas non plus se faire dans l'autre. Si quelqu'un ne peut pas atteindre l'infini dans une direction, comment est-ce qu'il pourrait en provenir depuis la direction opposée? Et en fait, une telle opération est impossible parce qu'elle reviendrait en réalité à sauter hors d'un puits sans fond. Bon, ça c'était juste un argument d'introduction qui laisse penser que le passé infini n'est pas possible, mais figurez-vous que aujourd'hui il existe de nombreux philosophes, en particulier les philosophes analytiques américains, qui ont développé un grand nombre d'arguments contre la possibilité d'un passé infini, et on verra ces arguments dans de futures vidéos. Pour l'instant, je vais me contenter de les lister avec les références si vous voulez aller les vérifier par vous-même. Donc premièrement, il y a l'argument fondé sur l'impossibilité de l'existence d'un infini actuel. C'était développé par Craig euh, dans sa thèse de doctorat en 1979, y compris dans son article dans The Blackwell Companion to Natural Theology, qui est un ouvrage de référence sur le sujet. Je traiterai de ces arguments plus tard, mais là pour l'instant je me contente de les lister. Il y a l'argument fondé sur l'impossibilité de former un infini actuel par addition successive, c'est un peu ce qu'on vient de développer tout à l'heure. Euh,
Il y a l'argument fondé sur la régression de dépendance vicieuse développé par Andrew Locke, le paradoxe de la société éternelle de Waite-Stemmer qui date de 2020, et les paradoxes liés au finitisme causal de Proust et Kuntz, qui sont particulièrement intéressants. Et enfin, les paradoxes probabilistes que j'ai découverts récemment, qui ont été développés par Alexander Proust dans son livre de 2018, Infinity Causation and Paradox. Donc comme j'ai dit, c'est normal si vous comprenez pas ces arguments tout de suite, parce que je vais pas les développer dans cette vidéo, je ferai d'autres vidéos où je les prends un par un. Donc tout ça pour dire que il existe un grand nombre d'arguments métaphysiques contre l'existence d'un passé infini, d'un univers éternel, qui sont développés aujourd'hui. Mais alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que la science contemporaine tend à confirmer ces arguments philosophiques. Donc on a à la fois la science et la philosophie qui convergent euh, pour dire que le passé est nécessairement fini et que l'univers a commencé d'exister. Donc, bon, bien sûr, il y a la théorie du Big Bang et le modèle cosmologique de Friedman Lemaître, qui tend à montrer qu'il y a eu un commencement de l'univers il y a 13,7 milliards d'années. Et ce modèle, c'est important de faire remarquer qu'il résiste à toutes les autres théories qui ont été proposées pour lutter contre le commencement radical. Donc, les théories de Big Crunch, d'état stationnaire, d'inflation chaotique, voilà. Donc, tous ces modèles ont le modèle de Friedman Lemaître résiste à toutes ces théories alternatives qui veulent lutter contre le commencement radical. Mais alors là, un sceptique pourrait tout à fait faire remarquer que, en réalité, le Big Bang ne nous dit rien sur ce qui s'est passé 10 moins 44 secondes entre l'instant t égale 0 et le temps de Planck, donc 10 puissance moins 44 secondes après le Big Bang. Et donc, on peut pas savoir ce qui s'est passé dans ce court intervalle de temps. Donc ça, en toute rigueur, c'est vrai. Donc le Big Bang n'est pas un argument définitif et décisif en faveur du commencement radical de l'univers, même si c'est un signe, je dirais. Alors il y a d'autres arguments que je trouve quand même plus convaincants. Donc il y a la seconde loi de la thermodynamique qui affirme que l'entropie, donc le désordre, tend à s'accroître dans un système isolé. Et donc en réalité, si l'univers avait une durée suffisamment longue, il se rapprocherait asymptotiquement d'une mort thermique en atteignant un état d'équilibre et à une température proche du zéro absolu. Donc autrement dit, si l'univers existait depuis un temps infini, il se serait déjà éteint parce qu'il aurait brûlé tout son carburant. C'est comme un feu de cheminée, si vous voulez. Si vous voyez un feu de cheminée en face de vous, vous pouvez déduire deux conclusions. Il y a quelqu'un qui l'a allumé il y a pas très longtemps et il finira par s'éteindre. Tout simplement parce que c'est une boule d'énergie, enfin c'est quelque chose qui brûle son carburant, qui brûle de l'énergie, et donc il peut pas avoir un passé infini. Mais la confirmation ultime en matière de science, elle nous vient du théorème de Borde-Gut et Vilenkin qui date de 2003. Et ce théorème démontre que tout univers qui, en moyenne, était en expansion tout au long de son histoire, ne peut pas être éternel, mais il doit avoir une limite d'espace-temps passé, donc il doit avoir un commencement. Et ce qui est hyper intéressant avec ce théorème, c'est qu'il ne dépend d'aucune description physique de l'univers précédant le temps de Planck. Donc c'est-à-dire que même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre l'instant t égale 0 et 10 puissance moins 44 secondes après le Big Bang, même si on ne sait pas ce qui s'est passé dans cet intervalle, eh bien le théorème de Borde-Gut-Vilenkin permet de montrer que, indépendamment de ça, on sait qu'il y a eu un commencement radical. Et donc, Vilenkin, qui est un des auteurs du théorème, nous dit dans son livre Many Worlds in One, publié en 2006, il nous dit euh, on dit que l'argument est ce qui convainc les hommes raisonnables, et qu'une preuve est ce qu'il faut déployer comme effort pour convaincre même un homme irraisonnable. Avec la preuve maintenant établie, les cosmologistes ne peuvent désormais plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel. Il n'y a plus d'issue de secours, ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Donc, l'univers a commencé d'exister, la science et la philosophie semblent pencher vers ce point. Je redévelopperai les arguments philosophiques dans des prochaines vidéos. Mais donc, pour l'instant, si les deux prémices sont vraies, donc tout ce qui a commencé d'exister a une cause, or l'univers a commencé d'exister, donc la conclusion c'est que donc l'univers a une cause. La conclusion s'ensuit logiquement des prémices. Mais alors la question qui vient derrière, c'est à quoi est-ce que peut ressembler la cause de l'univers? Et donc, tout simplement, l'univers, comme c'est la totalité de l'espace-temps de la réalité matérielle, eh bien la cause, elle doit être de nature très particulière parce qu'elle ne peut pas être dans le temps ni dans l'espace, et donc elle doit être parfaitement atemporelle et non spatiale. Donc la cause de l'univers est immatérielle parce que si elle était matérielle, elle ferait partie de l'univers, éternelle parce que si elle était dans le temps, elle ferait partie de l'univers, non spatiale parce que sinon elle serait dans l'univers,
et elle doit être dotée d'une puissance extraordinaire, tout simplement parce qu'elle crée tout à partir de rien, elle crée tout sans matière préexistante. Et alors, on peut aussi dire que cette cause première incausée en dehors de l'univers doit être de nature spirituelle, au sens d'une intelligence dotée de volonté. Quand je parle d'un esprit, je parle d'une intelligence dotée de volonté. Alors pourquoi penser cela? Il y a plusieurs arguments qui ont été proposés chez les philosophes, mais je reprendrai ce premier argument à Craig. Euh, pour rappel, on a montré que la cause est immatérielle parce qu'elle est en dehors de l'univers, elle est la cause de l'univers, donc elle peut pas être matérielle. Or, ce qui est immatériel est soit un esprit, soit une pure abstraction. Donc une abstraction, c'est quoi? Bah, par exemple, c'est les nombres, les propositions logiques, les formes géométriques, tout ça. Sauf que les abstractions, en tant que telles, elles n'ont pas de pouvoir causal. Elles sont pas capables de causer des choses dans la réalité concrète, dans la réalité physique. Donc, la cause première ne peut pas être une abstraction, et par élimination, il s'ensuit que la cause première est un esprit, c'est-à-dire une intelligence dotée de volonté. Un autre argument qu'on peut développer nous vient de Swinburne. Alors Swinburne nous dit qu'il existe deux types d'explications causales. Une explication de type scientifique, qui se décrit en termes de lois et de conditions initiales, et les explications de type personnel, en termes d'agents dotés de volonté. Or, Swinburne nous dit qu'un état premier de l'univers ne peut pas avoir une explication scientifique, puisque rien ne le précède en termes de conditions initiales. Si vous avez un premier état de l'univers, l'instant t égale 0, il ne peut pas être précédé de conditions initiales ou un état des choses scientifique, tout simplement parce qu'une explication scientifique requiert un état des choses qui est matériel. Et la cause de l'univers, comme on l'a dit, est immatérielle. Euh, donc seul un agent doté de volonté pourrait rendre compte d'un premier état de l'univers. Parce que si c'est pas une explication de type scientifique, il ne reste comme option que les explications de type personnel. Donc si on fait un petit peu le bilan de l'argument qu'on a développé jusqu'à maintenant, on pourrait dire, donc tout ce qui a commencé d'exister a une cause, de rien ne sort rien. Or l'univers a commencé d'exister, donc ça on l'a vu avec l'impossibilité conceptuelle d'un passé infini, plus la confirmation par l'astrophysique contemporaine. Conclusion, donc l'univers a une cause, et cette cause doit être extérieure à l'univers parce que la notion de cause de soi est absurde. Et si l'univers a une cause, alors cette cause est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire, et elle doit être aussi de type spirituel ou personnel, c'est-à-dire une intelligence dotée de volonté. Et donc, on en conclut qu'il existe une cause de l'univers, la cause incausée, qui est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, spirituelle et dotée d'une puissance extraordinaire. Et c'est cette cause que l'on peut appeler Dieu.